Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler du champagne en Russie. Le gouvernement russe avait annoncé réserver l'appellation champagne uniquement aux vins blancs pétillants provenant de Russie et que les champagnes étrangers, enfin les champagnes étrangers normalement, les champagnes avec les champagnes français n'auraient plus le droit de s'appeler champagne, mais vin pétillant. Eh, Voilà, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, se dit prêt à défendre les producteurs champenois scandalisés par une nouvelle loi sur les bouteilles de champagne en Russie. Que je retrouve juste. Qui remettent, voilà, vin pétillant russe sous appellation champagne. Donc, la nouvelle loi russe, signée vendredi par le président Vladimir Poutine, oblige les distributeurs de marques de champagne français et étrangers à inscrire sur la contre-étiquette placée au dos de la bouteille la mention vin pétillant. Selon ce texte, seuls les producteurs de vin pétillant russe auront désormais le droit de porter la mention champagne en cyrillique. Et donc, j'ai Ah, vu déjà également. ça, Ouais, déjà déjà, ça, ça. déjà ça ménage le discours. C'est parce que oui, c'est champagne en cyrillique, donc ça laisse supposer que, je sais pas moi, je vais pas faire une pub pour, mais une bouteille de Tétinger sur laquelle il y a marqué champagne peut malgré tout être commercialisée en Russie. C'est ça que ça veut dire? Non, ce que ça veut dire, c'est en fait l'étiquette de derrière. Il va y Mhm. avoir écrit pour les champagnes français, vin pétillant, et pour les champagnes russes, il y aura écrit J'ai champagne compris, en cyrillique. Non, mais j'ai ouais, compris, mais mais j'ai pas est-ce sur l'étiquette de principale, est-ce qu'il devant. peut de Ah devant, oui. Bah est-ce non, qu'on peut non, pour continuer à moi, avoir. je j'ai pas l'impression. En fait, non, c'est juste sur l'étiquette de derrière. Mhm. Bon, peu importe, peu importe. Le sujet, c'est est-ce que Champagne est quelque chose qui est protégeable ou pas. Voilà ce que dit C'est un l'article. vieux débat. Ouais, l'article dit que voilà, le comité Champagne rappelle que cette appellation est protégée dans plus de 120 pays et elle se dit déterminée à poursuivre les discussions avec les autorités russes pour obtenir le droit exclusif à l'usage du nom Champagne sur le territoire russe. Voilà, donc le Oui, sujet, c'est bah, le le droit sujet, c'est des bien marques, sûr le des droit des marques. appellations. Là, c'est le droit des marques et des appellations, effectivement. Euh, c'est un sujet qu'on ne discuterait pas souvent. C'est une variante du droit de La propriété intellectuelle. propriété intellectuelle, effectivement. Hein. Il y a propriété intellectuelle, il y en a de mémoire 4 catégories. Copyright, brevet, droit des marques et alors, en anglais c'est trade secrets, Ouais, ouais, secret de, enfin, je sais plus, secret. de fabrication. Non, je sais plus quel est le Ouais, mot je ne français, sais mais plus comment dire en français, mais bon, voilà. Là, on est fait clairement dans le droit des marques. Et tous ces trucs-là ne sont pas des vrais droits de propriété, contrairement à ce que beaucoup de libéraux imaginent ou pensent, puisque ce sont des droits de propriété qui sont des monopoles qui n'existent que parce qu'ils sont accordés en tant que monopole par l'État. Alors qu'un droit de propriété, c'est pour des libéraux, peut-être que l'État intervient pour certains libéraux, mais le droit de propriété vient naturellement de la nature humaine, de l'activité humaine. Tandis que là, c'est un droit qui il n'existe s'applique à la pas. physique, à des biens, voilà, En plus, oui, tout à physiques fait. tangibles, et il y a cette Tout à notion fait. que Je voulais pas aller juste là, mais oui, effectivement. que si on te le prend, bah, tu l'as plus, alors que Oui, si quelqu'un écrit champagne, tu as toujours écrit champagne sur ta Ok, bouteille. alors, Non, disons mais ça, vas-y, oui, vas-y. oui, tu as raison, tu fais raison, tu fais bien, pardon. Le droit de propriété, fondamentalement, effectivement, il est matériel, il ne peut pas être immatériel, parce qu'il sert fondamentalement à éviter les conflits. Euh, j'ai une tasse, s'il est à moi, tout le monde sait qu'elle est à moi, elle n'est à personne d'autre, donc c'est moi qui peux décider ce que j'en fais, c'est pas toi. C'est un accord qu'on trouve au niveau social pour dire, bah, pour éviter les conflits sur qui fait quoi sur quoi. Dès qu'on est sur l'immatériel, les idées, ces choses comme ça, on n'a pas de problème de conflit. On peut partager infiniment, modifier, etc. Si je te donne la discussion qu'on a en ce moment, mais tu peux la reprendre. Ça ne m'enlèvera rien, ça ne me volera rien, ça ne m'enlèvera aucune capacité à faire ce que j'ai envie de faire avec mes idées, ma capacité intellectuelle. Il n'y a donc pas de vol, il n'y a pas de conflit. Et donc, il n'y a pas lieu d'avoir de droit, voilà, tout simplement, et de propriété. Pour faire rapide, c'est ça le sujet. Et donc, copyright, brevet et marque, tout ça, ce sont
des droits et des conventions qui sont assez récents. Hein, si je ne me trompe pas, ça remonte, c'est contemporain de Jefferson, donc ça a quoi, ça a Ouais. 200-250 ans. Et encore, c'est les balbutiements. Donc ça montre bien que ce ne sont pas des droits intemporels et immémoriaux. Et le droit des marques, oui, c'est assez intéressant parce que c'est une marque, en fait, quand tu y réfléchis, c'est le public qui fait une marque. C'est pas la marque qui se monte au public. Quand on parlera de champagne Ouais. spécifiquement après. Hein, on prend, je sais pas moi, tu prends une marque comme Nike ou Apple. ouais, alors, Non, tu voulais Nike. prendre. Si, je voulais éviter Nike, mais Alors, parce prends que autre chose, prends autre chose, prends autre chose. Prends parce autre que chose. parce que normalement ça se dit pas Nike, mais c'est pas grave. Nikkei, c'est ça. Adidas, Nikkei. ouais, c'est Nike, oui, c'est pas grave. Mais, Ouais, je la on prononce à la prend... française. Ouais, oui, je sais. On va prendre Adidas. Ça, voilà, Adidas, bon, allez. peu importe. Il y a quelqu'un qui, je sais plus, il y a quelqu'un qui a inventé le nom Adidas, qui a fait un logo à trois bandes, etc. Donc, effectivement, qui a travaillé et qui a inventé un truc, c'est vrai. Mais sa marque n'a réellement d'emprise et de valeur commerciale et marketing que quand les gens se l'approprient. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur de la marque et son appropriation, son empreinte sur le marché, elle, elle, elle résulte d'un effort, effectivement, bien sûr, mais elle n'est faite que si les gens la sont appropriés. Et elle peut être défaite, c'est-à-dire sa valeur peut être défaite de la même façon. Donc, en fait, la valeur qui est soi-disant protégée par les marques, c'est pas la valeur que les gens ont investi dedans pour la construire, etc. Non, c'est celle que les gens, en fait, lui accordent. Et donc, c'est une valeur qui est complètement intangible et sur laquelle on ne peut absolument pas se protéger. Donc, la protection des marques, c'est aussi complètement inversé. On ne fait pas une marque, on la propose au public. C'est le public qui la fait. Euh, Maintenant, si on revient sur la Champagne, c'est le même truc. C'est le Champagne, il y a une invention, il y a une région, effectivement, il y a un type de boisson qui a eu une réputation depuis quoi? Ça fait combien de temps maintenant? Je ne sais plus, 400 Ton ans? Pérignon, 400 c'était ans? quoi, 1500 ou Ouais, 1400, je 400 sais ans, un plus. truc comme ça? Je Ouais. sais plus. Hein. Je sais plus. Mais cet ordre-là, bon, peu importe. Et ça s'est largement diffusé, notamment au XIXe siècle, de par le monde. Donc maintenant, effectivement, le champagne est connu partout dans le monde et c'est devenu quasiment une marque. En Ouais. tout cas, c'est une appellation. Et donc, effectivement, ça permet aux productions champenoises de se diffuser dans le monde. Très bien, OK. Mais le reste du monde n'est pas plus idiot. Il a compris que certains types de vins avec certaines méthodes identiques ou comparables pouvaient venir faire concurrence. Et il faut toujours revenir, dès qu'on parle de ce truc-là, de parle de concurrence, de protectionnisme, c'est de ça qu'il s'agit, à l'intérêt premier. Et l'intérêt premier, il est chez le consommateur. Il ne doit pas être chez le producteur. C'est du Bastia, ça. Hein, pour une raison fort simple, c'est qu'il y a beaucoup plus de consommateurs que de producteurs, que nous sommes tous consommateurs. Alors, c'est bien gentil de vouloir protéger le producteur, mais en termes d'humanisme, c'est le consommateur qu'il faut protéger en premier. Donc, il n'y a pas de raison d'empêcher le consommateur à ne pas avoir accès aux produits étrangers. Ça marche dans les deux sens, hein, parce que... Et donc, la Russie qui se protège du champagne, c'est parfaitement scandaleux. Mais dans le sens pareil, le champagne qui prétend avoir un monopole sur le champagne et donc quelque part interdire aussi de la même façon aux Russes de proposer leur vin de manière comparable ou compétitive vis-à-vis du Oui, champagne, d'un point de vue, oui. voilà, c'est tout aussi critiquable. Donc, le truc marche dans les deux sens, en fait. Autant les Russes ont tort que les champenois aussi. C'est tout le concept des marques, pas en tant que réputation, que le champagne est une réputation, que le champagne est un nom et que le public fasse un nom au champagne, aucun problème. Comme on peut en faire pour du Tokai, comme on peut en faire pour du Cabernet Sauvignon ou d'autres choses. Mais c'est la réputation qui se fait tout seul par la qualité du produit et par le public. C'est pas par le droit des marques, par un monopole et par de la magouille politique où les Russes vont faire ceci et les champenois cela pour empêcher la concurrence. C'est Ouais. toute la différence. Ouais, parce qu'on peut se poser la question, enfin,
ok, les producteurs de champagne qui sont en Champagne, ils appellent ça champagne, mais c'est vrai qu'on peut se dire, mais oui, pourquoi n'importe qui ne peut pas appeler son vin pétillant du champagne, même si ça n'a pas forcément de sens, ok, Ben, ça, c'est le cas, hein, il tu le trouves copie, il prend le partout. truc, mais au final, Ben, bien sûr. quel serait le droit qui dirait que enfin, que tu ne peux pas utiliser le même nom? Les gens qui font du champagne en Champagne, pourquoi eux auraient le droit, d'un point de vue Oui, mais ça va monopolistique, même, sur ce nom? mais bien sûr, mais ça va même plus loin. Et je ne vais pas me rentrer dans les détails, mais c'est juste la Champagne, c'est quelle région? À partir du moment où, quel est le viticulteur qui est en Champagne et qui n'est pas en Champagne? Tu vois, et même celui qui est en Champagne, quelle méthode il faut qu'il emploie pour avoir le droit de s'appeler Champagne? Ouais, Donc, en plus, c'est un autre effet pervers, ce genre de truc qu'on voit sur d'autres. Je déborde un peu, mais c'est un autre effet pervers, c'est que tu trouves aussi avec les AOC. C'est que si tu changes ta méthode, si la méthode ouais, champenoise, tu y touches, et que j'ai tu entendu cherches à parler. améliorer ton Ouais, champagne parce que tu touches la méthode champenoise, tu te fais taper sur les doigts et tu n'as plus le droit de ouais. te Tu faire appeler figes, en champagne. fait, tu Tu fiches figes, tout. Tu fiches tout. exactement, tu figes. Alors que si ça se trouve, les vins russes sont bien meilleurs, parce que justement, eux, ils ont été développés, plus modernes. Si ça se trouve, ils sont meilleurs. Ils ne sont peut-être pas du vrai champagne, mais si ça se trouve, ils sont plus au goût des consommateurs. Va savoir. En tout cas, parfois, tu trouves des vins pétillants tout à fait valables. Et, et donc, c'est protectionniste, mais c'est en plus, ça fige le marché. Donc, si tu veux, le consommateur, alors, excuse-moi, il se fait avoir par l'appellation qui ne lui permet pas d'avoir accès à tout le marché. Il n'a pas forcément la possibilité d'avoir des produits qui évoluent et qui s'améliorent et qui ont leur réputation qui évolue justement parce qu'ils s'améliorent. Parce qu'on pourrait imaginer que le champagne, non seulement c'est un très bon vin, mais en plus, il s'améliore et donc il maintient sa réputation. Que je sache, ce n'est pas le cas. En tout cas, j'en doute. Et c'est certainement pas le cas des AOC. Donc, on voit le nombre d'inconvénients que ça peut avoir pour le consommateur. Ah oui, ça protège le producteur. Ah oui, ça, le producteur, il est peinard. Il a sa production, il a son nom qui est connu. Il n'a même pas besoin de faire de l'innovation. Il est peinard. Il a juste besoin de graisser la patte aux fonctionnaires pour que son monopole soit maintenu. C'est pas du libéralisme, ça. Après, bon, c'est vrai qu'on s'étend un peu sur le sujet, mais il y a quand même certains libéraux, comme enfin, Ayn Rand, notamment sur la production d'écrit, qui justement Mmh. disait que le fait d'écrire un livre, Mmh. bah, c'était quelque part un droit de propriété intellectuelle parce que j'ai écrit ce livre et c'est pas juste si quelqu'un reprend le bouquin et le, et le ressort Oui. sans que j'ai rien à en dire. Donc c'est un peu un cas similaire, ouais, Oui, parce que si on se fait l'avocat voilà, du diable, on se dit bah, quand même les viticulteurs champenois ont travaillé voilà, des années et des années mais sur bien ça sûr. et on fait aussi en sorte que le nom est devenu connu. Et bah, c'est vrai que si quelqu'un débarque et sort Oui, un vin mais en l'appelant champagne du jour au lendemain, lui, il n'aura rien fait, on va dire, entre guillemets. Et oui, par mais rapport à tous les il y a une confusion à la fois chez Ayn Rand et il y a une confusion chez les viticulteurs. Le sujet d'Ayn Rand, il est traité par le bouquin de Stéphane Kinsella, donc on a ouais. traduit. Ce cas précis est traité dedans. Je ne l'ai pas entièrement en tête, mais j'ai quand même deux, trois points sur lesquels je peux répondre. On va répondre sur les viticulteurs. Les viticulteurs, ils se sont des entrepreneurs, comme d'autres. N'importe quel entrepreneur prend le risque, c'est sa fonction sociale, de prendre le risque de trouver un nouveau produit au sens large, de prendre le risque d'investir pour prendre le risque de gagner du fric si le produit qu'il a développé correspond à l'attente du marché. C'est ça être entrepreneur. C'est risquer d'investir pour risquer de gagner. C'est ça? Bon. Pourquoi ça serait différent pour les viticulteurs? Et pour écrire un livre, c'est la même chose aussi, parce que quand tu écris un livre, tu fais deux choses. Tu inventes l'histoire, le texte, oui, et on pense en général à ça, mais il faut aussi le produire physiquement. Et si tu ne sais pas produire le bouquin physiquement, tu n'as pas produit de bouquin. Ok, tu as écrit un texte, c'est super, mais la question se Il pose, faut le distribuer ensuite, le faire si tu ne le connaître, distribues enfin. pas, la question que tu évoques ne se pose pas. D'accord? Et, et en fait,
quand on distribue, il faut avoir le savoir-faire de la production, et là, tu retombes sur un problème d'entrepreneuriat. Donc, OK, tu as peut-être trouvé une histoire, machin, que de toute façon, personne ne pourra jamais te voler. En pire, on pourra te la reproduire. Mais celui qui va te voler le texte et qui le reproduira, son talent, il ne sera peut-être pas dans la copie du texte, mais il sera dans la reproduction du bouquin. Donc, il ne faut pas oublier ce point-là. C'est que celui qui va mettre du fric et qui va dépenser pour reproduire, ce n'est pas juste le mec qui a reproduit le texte, c'est celui qui a investi pour produire un bouquin. Je ne dis pas que c'est bien, mais il faut nuancer le savoir-faire. On Ouais. oublie trop souvent dans le problème des copyright l'invention intellectuelle et la capacité à produire. Or, là où il y a l'investissement réel, c'est la capacité à produire. Et ça, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Ok, bah, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire là pour le moment. Je pense qu'on a fait un petit tour déjà d'horizon. Je Ça ira, je pense. renvoie, on pourra le mettre, hein, je renvoie sur ce sujet, ou bien sûr au bouquin de Stephen Kinsella, Contre la propriété. contre la propriété intellectuelle, qui n'est pas très épais, mais qui est très riche et qui en plus va très très loin sur les concepts de droit naturel. D'accord, très bien. Bah, je mettrai le lien en description. Merci Stéphane. Merci à toi.